se trouve dans le hall, votre présence est requise à la salle de bal. Ladies and gentlemen, and particularly those people who are standing in the hall, you are requested to join the group here at the salle de bal, the ballroom. Ouf! Quelle journée! Temps magnifique sur Québec. Beaucoup d'inspiration ici, beaucoup de contenu, beaucoup d'intérêt. What a day! What a day! I feel like a sponge in a certain way, just catching up here and there, new practices, new theories, interesting experiences from fellow public servants from throughout the country. So, maintenant, il est temps de passer à notre dernière table ronde de la journée. It's now to engage in our last roundtable and our last panel of the day. Before that, just a little reminder, those people who are using the translating devices are requested to leaving the room outside at the table where you pick them up, in a way to recover them tomorrow. Ceux qui utilisent l'appareil de traduction instantanée, vous seriez invité à le laisser avant de quitter et de vous rendre au manège militaire. Il sera récupéré demain matin. Sans plus tarder, notre dernière présentation de la journée, j'invite le professeur François Bolduc de l'Université Laval, qui est le coordonnateur de cette rencontre, à bien vouloir nous présenter ses collègues et procéder à l'animation de cette plénière. Professeur François Bolduc, mesdames et messieurs. Professeur Bolduc, bonjour. Amusez-vous bien. Merci. Je vais prendre mon nom. Merci. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette plénière intitulée « Valoriser les cadres, défis et enjeux actuels ». Alors oui, mon nom est François Bolduc. Je suis professeur agrégé au département des relations industrielles de l'Université Laval. Mes intérêts de recherche portent sur la nature et les conditions d'exercice du travail des cadres de l'administration publique québécoise. Alors, en ce sens-là, j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation qui m'a été faite aujourd'hui d'agir comme animateur de cette plénière. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous 4 acteurs extrêmement bien placés pour vous parler du travail des cadres et gestionnaires de l'administration publique québécoise, de son évolution, des conditions dans lesquelles il se réalise et de sa valorisation. Alors, la valorisation des cadres et gestionnaires étant un des éléments au cœur, en fait, de la mission des associations représentatives de cadres dont nous avons les dirigeants ici aujourd'hui. Alors, nous avons à l'avant 3 PDG et 1 DG d'associations représentatives de cadres et gestionnaires de l'administration publique québécoise. Avant de les présenter plus en détail, ils m'ont demandé de vous présenter quelques éléments de contexte pour, en fait, introduire le sujet de la journée, le sujet de la plénière, celui de la valorisation des cadres et gestionnaires. Alors, ce que je veux faire, très, très rapidement, par la suite, je leur passerai la parole. Ce que je veux présenter, c'est quelques éléments qui vont permettre de situer la question, le thème de la valorisation des cadres et gestionnaires. Et en fait, il y a 3 éléments que je voudrais montrer. D'abord, que ce n'est pas un enjeu qui est récent. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur des petits éléments historiques extrêmement rapidement, mais dès les années 70, quand les associations de cadres voient le jour, il y a derrière ça 2 motifs, celui de la défense des intérêts professionnels et celui de la valorisation du statut de cadre de l'administration publique québécoise. Donc, et on est au début des années 70. Alors, ce n'est pas un enjeu qui est récent. Ceci dit, c'est un enjeu qui fluctue dans le temps. Ça, c'est un deuxième élément que je montrerai. Le développement ou la mise en place de l'administration publique québécoise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a différentes fluctuations, différentes étapes. Et ces étapes-là modifient la nature, le rôle, le statut des cadres et posent des questions sur comment est-ce qu'on les valorise. Et le troisième élément que je montrerai, c'est la complexité de cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'angles possibles pour aborder l'enjeu de la valorisation. Bien souvent, on l'aborde du point de vue de la reconnaissance, on met l'accent sur l'impact que ça a sur la santé mentale, sur la productivité, etc. Mais on va voir qu'il y a plusieurs enjeux qu'on peut soulever. On peut se poser la question de valoriser qui, pourquoi, dans quel contexte, valorisation aux yeux de qui? Du citoyen, des supérieurs, des collègues, des hommes politiques, etc. Bref, il y a plusieurs angles possibles.
Et par la suite, une fois que j'aurai soulevé tout ça, je vais laisser la parole aux acteurs des associations, aux représentants des associations qui viendront vous faire leur présentation. Alors, premier élément, première précision, principalement pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec le contexte québécois. Lorsqu'on parle d'administration publique, on parle de 3 secteurs essentiellement, la fonction publique et le secteur parapublic, le secteur de la santé et des services sociaux et le secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, on a des dirigeants, en fait, d'associations de cadres et de gestionnaires qui proviennent de ces 3 secteurs-là, de la fonction publique, du secteur de la santé et des services sociaux et 2 du secteur de l'éducation. Alors, évidemment, il y a des différences d'un secteur à l'autre. Il y a des différences au niveau de la législation, de la mission. Il y a des différences aussi au niveau des conditions d'exercice de leur travail qui s'inscrivent, en fait, dans un parcours historique particulier. Ceci dit, il y a aussi énormément de similitudes. Et moi, je mettrai l'accent principalement sur ces similitudes-là. La première similitude, c'est au niveau du développement historique. Alors, évidemment, là, j'y vais à très, très gros traits, là, mais vous savez tous que l'administration publique québécoise se met en place dans les années 60. Qu'avant 1960, on a une fonction publique qui est très modeste, qui va de pair avec un État qui est très peu interventionniste et qui laisse toute la fonction sociale de l'État, la santé et l'éducation, pour le dire à très gros traits, dans les mains du clergé. Alors, dans les années 60, la fonction publique et l'administration publique québécoise se met en place, et c'est là où on va voir apparaître ces nouveaux acteurs que sont les cadres et des gestionnaires. Et ils arrivent avec un rôle particulier, c'est-à-dire ils ont le mandat, je dirais, de rationaliser l'administration publique québécoise. Ils sont, entre autres, les porteurs de la professionnalisation, de la modernisation, de la rationalité. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les cadres du secteur de la santé et des services sociaux. Dans la première réforme, en fait, à l'origine du secteur de la santé et des services sociaux tel qu'on le connaît aujourd'hui, on valorise énormément les cadres parce qu'on les voit comme les porteurs de la rationalité, ceux qui vont mettre de l'avant le système, qui vont s'assurer qu'il fonctionne, etc. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette valorisation-là, on pourrait dire qu'on est en train de mettre l'administration publique, les cadres sont très valorisés, mais dès le début des années 70, on voit apparaître les associations dont vous avez les dirigeants à l'avant cet après-midi. Et les associations apparaissent au début des années 70, justement avec cette question de ce motif de valorisation et de défense des intérêts professionnels. Alors, dans les années 70-80, on est dans une période de consolidation de l'administration publique, et malgré ça, les associations vont être extrêmement je dirais, productives en termes justement de questions de valorisation, d'essayer de défendre les intérêts de leurs membres. Et je dirais que depuis les années 90, le mandat est peut-être encore plus gros, parce que depuis les années 90, on voit plusieurs réformes, modifications dans l'ensemble des secteurs de l'administration publique québécoise qui prennent racine essentiellement dans le nouveau management public. Et on voit apparaître donc des notions relativement nouvelles, comme l'importance du service à la clientèle, l'importance de la performance étant vue comme des objectifs chiffrés, avec quelquefois des budgets dédiés, avec un suivi chiffré de l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça a un impact majeur sur la nature et les conditions d'exercice du travail des cadres. Alors, en fait, ce qui ressort lorsqu'on regarde les impacts de ça, c'est bien souvent, ils vont nous parler de diminution de leur autonomie professionnelle, de leur pouvoir décisionnel, de leur marge de manœuvre. Mais ces éléments-là, ils fluctuent à travers le temps depuis les années 60. Alors, ça soulève la question de que valorise-t-on? On valorise le cadre pour le rôle qu'il joue? Est-ce qu'on valorise le cadre pour les résultats auxquels il arrive? Est-ce qu'on valorise le cadre pour ce qu'il est, un employé de l'administration publique, un salarié de la fonction publique? Alors, ça, c'est des questions que je laisserai les panélistes répondre à cette question-là tout à l'heure. Deuxième similitude, c'est dans les valeurs que portent les cadres. Dans la présentation là, qui est faite dans le programme d'aujourd'hui, on voit qu'on met l'importance sur le réseau public. C'est donc dire que les cadres, les associations de cadres et gestionnaires se présentent comme les porteurs de certaines valeurs, de l'importance de l'administration publique québécoise. Ça, c'est intéressant, ça soulève la question du rôle des cadres et gestionnaires. Les cadres et gestionnaires dans l'administration publique, est-ce que ça doit être des courroies de transmission objectives qui appliquent de la manière la plus efficace possible les décisions politiques, ou est-ce que ce sont aussi des porteurs de valeurs, d'une certaine vision de l'administration publique? Alors moi, je vous dirais encore une fois, dans le secteur de la santé, où je fais un peu plus de recherche, lorsqu'on pose des questions au cadre du secteur de la santé et des services sociaux, c'est très clair que ces gens-là n'accèdent pas à l'encadrement dans un objectif d'acquérir du pouvoir managérial. Ils n'ont aucune envie de devenir gestionnaire dans le secteur manufacturier ou le privé.
En fait, ces gens-là disent « j'accède à l'encadrement parce que j'y ai vu un moyen de résoudre des problèmes auxquels j'ai été confronté quand j'étais employé. J'y vois une opportunité d'améliorer les choses. » Alors bref, ce sont des gens qui croient, qui ont des valeurs particulières, qui portent ces valeurs-là, qui croient dans l'administration publique. Donc, comme je vous disais, ce ne sont pas des courroies de transmission objectives. Et ça soulève la question du rapport aux politiques et du rapport aux réformes. Et je m'en vais vers la question de la valorisation. C'est que traditionnellement, en fait, je dirais, les associations représentatives de cadres et de gestionnaires se sont valorisées ou ont valorisé leurs membres, se sont présentées en disant « nos membres, ils sont les plus efficaces pour mettre en œuvre les décisions politiques. Ce sont eux qui sont les plus efficaces pour mettre en œuvre les décisions qui vont être prises à un niveau supérieur. » Alors ça fonctionne assez bien quand les réformes qu'on vous demande de mettre de l'avant sont en cohérence avec tes valeurs. Lorsque les réformes que l'on vous demande de mettre de l'avant ne sont pas en cohérence avec vos valeurs, ou encore pire, qui s'attaquent aux intérêts de votre groupe, ça devient un peu difficile de dire « nous sommes les plus efficaces pour mettre ça de l'avant ». Je prends pour illustration la dernière réforme du réseau de la santé et des services sociaux. En commission parlementaire, le prédécesseur de Mme Marchand, Yves Bolduc, donc PDG de la GES, dit au ministre « la réforme telle que vous la prévoyez va détruire le réseau de la santé ». Je ne suis pas sûr si « détruire » était le terme exact, mais c'est à peu près ce qu'il disait. Une fois qu'il a dit ça, il ne peut pas dire dans la même phrase « et donc, nous, les cadres et gestionnaires du réseau de la santé, sommes les meilleurs pour mettre en œuvre ces décisions ». Même chose avec une des mesures phares, je reste toujours dans le secteur de la santé. Une des mesures phares de la dernière réforme, c'était la coupure d'un certain nombre de postes cadres. Encore là, la GES peut difficilement se positionner en disant « et donc, nous sommes les meilleurs, les plus efficaces pour mettre en œuvre ces décisions politiques ». Ça veut dire que ça pose la question de comment valorise-t-on les cadres? Comment les associations font-elles pour les valoriser? Ils ne peuvent pas uniquement prendre la ligne de dire « nous sommes les plus efficaces pour mettre de l'avant les décisions politiques prises à un niveau supérieur ». Dernier élément, dernière similitude, élément de complexité de la question de la valorisation, c'est le statut d'emploi particulier des cadres. Les cadres sont à la fois des subordonnés, sociologiquement ce sont des salariés, ils sont aussi des représentants de l'employeur. Dans le contexte québécois, ils n'ont pas accès à la syndicalisation. C'est donc dire que les gens qui sont assis en avant de vous sont des dirigeants d'associations représentatives qui ont pour mission de défendre les intérêts professionnels des membres qui font partie de leur association, mais ce ne sont pas des syndicats. Tout simplement, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que le Code du travail exclut de la notion de salarié tous les représentants de l'employeur. Alors, qu'ont fait les cadres et gestionnaires? Se sont créés des associations représentatives, principalement avec la loi sur les syndicats professionnels. Alors, ça leur permet de se constituer en personne morale, mais ça leur donne très peu de pouvoir. Ils n'ont pas le droit à la négociation collective, peu de marge de manœuvre pour se défendre. Bref, ça en fait des groupes qui sont assez peu protégés, des groupes qui sont relativement vulnérables. Alors donc, sociologiquement, ils sont des salariés, des subordonnés, mais ils sont des représentants de l'employeur, peu de protection. Et en ce sens-là, la question de la valorisation me semble extrêmement intéressante. Je vous disais, dans les années 70, les deux grands motifs derrière la mise en ou la création ou l'arrivée d'associations représentatives de cadres, c'était la question de la valorisation du statut des cadres et la question de la défense des intérêts professionnels. Et moi, il me semble que ces deux éléments-là, ils sont extrêmement liés. C'est-à-dire qu'un des moyens de se défendre ou de défendre les intérêts professionnels de leur groupe, c'est de s'assurer que leur groupe soit valorisé. C'est-à-dire que l'opinion publique ait une bonne opinion des cadres, c'est-à-dire que les subordonnés aient une bonne opinion de leurs supérieurs, c'est-à-dire que leurs supérieurs aient une bonne opinion d'eux, etc. Parce que c'est bien certain que si on a un groupe qui est peu valorisé, ça en fait un groupe qui est extrêmement vulnérable, je dirais. Par exemple, pour dire une bonne manière de diminuer la bureaucratie, ça va être de couper le nombre de cadres, tout simplement, puis de dire en même temps que ça n'aura pas d'impact sur la qualité des services. Alors, en bref, je voulais mettre de l'avant certains éléments pour vous montrer que la question de la valorisation des cadres et gestionnaires de l'administration publique québécoise, ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui fluctue dans le temps et c'est une question complexe. J'ai soulevé 3 angles, mais on va voir que nos panélistes vont en soulever, plusieurs autres. Alors, justement, pour structurer la présentation d'aujourd'hui, les panélistes ont décidé de 4 thèmes qu'ils vont vous présenter à tour de rôle, chacun des panélistes ayant un thème qui lui est attitré. Alors, le mode de fonctionnement, c'est que chacun des panélistes va venir à l'avant, va faire sa présentation, puis ils vont faire ça un à la suite de l'autre et on va ouvrir uniquement à la fin la période de questions et de débats avec la salle. Alors, sans plus tarder, nous allons avoir en premier lieu Mme Chantal Marchand, qui est présidente directrice générale de l'Association des gestionnaires d'établissements de santé et de services sociaux, la GES.
qui viendra nous parler de la question de la relève, de la question de l'attraction et de la question de la rétention des cadres et gestionnaires. Celle-ci va être suivie par Mme Anne Gosselin, qui est présidente directrice générale de l'Alliance des cadres de l'État et qui viendra nous parler de la reconnaissance des cadres par leurs pairs et par leurs supérieurs. Par la suite, nous aurons M. Jean-François Parent, qui est directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires, qui va venir nous parler de la reconnaissance de l'expertise des cadres et du lien avec le citoyen. Et on va terminer avec M. Simard, Charles Simard, qui est président directeur général de l'Association des cadres de collège du Québec. Il va venir nous parler du développement professionnel et des partenariats. Alors voilà, je laisse maintenant la parole à Mme Marchand. Alors, merci François pour cette belle introduction. Alors, merci beaucoup aux congressistes là, qui, malgré la belle température, viennent nous écouter cet après-midi. Et je salue aussi, via la technologie du webinaire, on a une trentaine de membres de nos 4 associations qui sont présents, donc je les salue. Alors, écoutez une brève présentation de la GES. Nous sommes actifs depuis 47 ans et nous sommes l'association de gestionnaires la plus importante au Québec. Nous avons 6 600 membres actifs qui représentent 70 % de l'ensemble des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, les gestionnaires que nous représentons, ils gèrent les opérations quotidiennes, supervisent directement les équipes de travail et assurent le bon fonctionnement des services de santé et des services sociaux. Par exemple, ça peut être un chef d'unité en soins infirmiers, un chef de service de physiothérapie, un chef en réadaptation, un chef en service informatique ou service d'hygiène ou en ressources humaines. Écoutez, c'est un large spectre d'activités variées et complexes. Nos membres sont âgés en moyenne de 48 ans et le membership est composé à 69 % de femmes. Nous avons aussi 1200 membres retraités qui sont des anciens gestionnaires du réseau. Bon, l'association a comme mission, comme François dit entre autres, on représente, on promouvoit et on défend les intérêts et les droits de nos membres. On influence aussi les acteurs en participant aux réflexions et aux débats comme aujourd'hui qui concernent les principaux enjeux du réseau. On contribue au développement ainsi qu'au déploiement des meilleures pratiques en gestion et on valorise l'excellence en gestion. Donc, la GES est reconnue comme un porte-parole officiel des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. On prend position sur différents enjeux et on se prononce sur des décisions qui sont prises par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, moi, j'ai eu le beau sujet de l'attraction, de la fidélisation. Pour vous mettre en contexte, je veux prendre le temps de vous décrire un petit peu la situation actuelle des gestionnaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. François y a brièvement nommé la dernière réforme qu'on appelle la loi 10 a eu lieu à partir du 1er avril 2015, ce qui a amené l'abolition de 2000 postes de gestionnaires. Donc, il y avait à l'époque 11 130 gestionnaires et depuis fin de l'année 2017, il y a 9 090 gestionnaires. Le taux d'encadrement, à ce moment-là, est passé de 19,9 à 22,3 salariés par gestionnaire. Donc, le réseau de la santé et des services sociaux est maintenant composé de 34 établissements. Il y en avait 182 auparavant, qui comptent plusieurs missions, donc que ce soit le CLSC, les CHSLD, la mission hospitalière, les centres jeunesse, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle, les centres de réadaptation en déficience physique, et ce, à travers le Québec. Et les établissements, en moyenne, comptent à peu près 11 000 employés. Ce qui a amené une surcharge importante de travail, c'est sûr, et une certaine complexité. Donc, moins de gestionnaires pour faire le même travail, c'est-à-dire plusieurs installations. Donc, les gestionnaires ont des employés dans différents établissements. Un multidisciplinaire aussi, c'est-à-dire de gérer différents titres d'emploi. Avoir aussi un volume de travail et un volume de projets qui augmente. En 2016, l'association a fait un court sondage sur le climat de travail et la moitié des membres répondaient de travailler plus de 46 heures par semaine
pour un contrat de travail de 35 heures. 58 % d'entre eux supervisaient plus de 26 employés et le tiers des gestionnaires ont minimalement des équipes dans plus de 5 installations. Et on peut penser qu'en région, le Québec, c'est grand, donc des fois, il y a beaucoup de distance à couvrir entre les lieux de travail des employés. En parallèle de ça, les gestionnaires, depuis le 1er avril 2015, ont dû procéder à des compressions budgétaires qui étaient demandées par le ministère, tout en assurant les soins et services de qualité. Donc, depuis 2015, l'ensemble des compressions budgétaires ont atteint près de 1 milliard de dollars et c'est les gestionnaires qui ont mis ça en place. C'est difficile de s'imaginer que tout ça n'a pas altéré, je dirais, la principale nature d'un gestionnaire, c'est de se dire comment je peux exercer un rôle de leader auprès de mes équipes, d'avoir d'être capable d'avoir des idées originales, de mettre tout ça en place quand il y a une perte de sens. Donc, les membres, ce qu'ils nous racontent, c'est « j'ai l'impression de ne pas arriver à me réaliser, j'ai l'impression de ne pas bien faire mon travail, j'ai beau avoir de l'expérience, ça fait 10 ans, 15 ans que je gère des équipes, mais depuis la dernière réforme, c'est difficile. J'ai de la difficulté à avoir un travail en cohérence avec les valeurs. Et moi, ce qui me touche peut-être le plus simplement dans tout ça, c'est tout de moins ressentir la fierté de travailler pour le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est une atteinte vraiment là, à ce niveau-là et c'est touchant parce que 80 % des gestionnaires, c'est des anciens professionnels, c'est des gens qui étaient dans le réseau et qui un jour ont décidé de « je m'en viens faire la différence, je veux contribuer à l'avancement du réseau ». Donc, à ce moment-là, quand on sent moins de fierté, c'est difficile. De l'autre côté, on a un ministère où ça a été extrêmement difficile dans les dernières années. Ce qu'on voit, c'est vraiment une absence de reconnaissance du travail du gestionnaire. On a été très peu consultés. Il y a eu des modifications unilatérales des conditions de travail suite à la mise en place de la loi 10. Et moi, comme dirigeante de l'association, on a eu quand même un 2 ans et demi, 3 ans où on a eu de la difficulté à avoir des rencontres avec le ministère. Je vous dirais que depuis une dizaine de mois, la discussion officielle, en tout cas, s'est replacée, mais ça a été difficile pendant ces années-là. Tout ce que je vous nomme là, qui est arrivé à partir du début du 1er avril 2015, il y avait aussi déjà un état de situation où on avait eu depuis 2010 une coupure de plus de 25 % dans nos budgets de formation et de développement professionnel. Il y avait aussi eu la coupure du boni forfaitaire au rendement qui visait la reconnaissance de la contribution d'un gestionnaire. Donc, tout ça s'ajoute ensemble. Et présentement, c'est sûr que le réseau de la santé et des services sociaux, il envoie une image où les gens sont essoufflés, sensiblement un peu désorganisés. Puis ça, je peux vous parler au nom de d'autres acteurs qui, depuis une dizaine de mois, écrivent dans le journal tout ça, que ce soit les médecins, que ce soit les employés syndiqués, que ce soit les gestionnaires. Les gens sont essoufflés de tout ce qu'ils ont dû mettre en place. Quand on regarde l'attraction, la fidélisation dans un contexte comme ça, il y a des grands défis. D'entrée de jeu, c'est sûr que l'attraction, la fidélisation, ça relève des obligations de l'employeur. Donc, c'est de regarder comment on peut attirer les gens. Puis, une question, moi, qui me vient à l'esprit toujours, c'est de me dire, bon, est-ce que les postes de gestionnaire, c'est une fonction qui est attrayante présentement? Est-ce que les conditions de travail, les conditions d'exercice fait qu'on peut attirer des gens dans cette fonction-là? L'autre question qui me vient, c'est quel est le profil qui est attendu d'un gestionnaire en 2018 dans le réseau de la santé et des services sociaux? C'est quoi les compétences qui sont attendues? Quel est le travail qu'on va lui demander de faire? Et moi qui dirige une association, c'est clair que je n'ai pas tous les leviers. Cependant, je suis extrêmement préoccupée par cette situation-là et... Ah! Bon, excusez-moi. Donc, écoutez, comme association, c'est sûr que
Je demeure extrêmement préoccupée par les situations et je vais continuer de documenter ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui est vécu par les gestionnaires et d'amener justement un dialogue et aussi s'assurer qu'on est capable d'adresser les difficultés. Parce que nous aussi, comme association, on travaille à valoriser le statut de gestionnaire et on a tout intérêt à ce qu'on soit capable de fidéliser les gestionnaires qui sont en place pour qu'ils soient capables d'en attirer d'autres, comme je vous dis. Nous, nos demandes, quand on regarde le ministère, ce qu'on se dit toujours, c'est reconnaissez le travail qui est accompli par les gestionnaires. Ce n'est pas la première réforme en santé et services sociaux qu'on vit dans les 30-40 dernières années. Mais celle-ci a mis en lumière que le gestionnaire n'était pas vu comme un collaborateur, mais il était vu comme un exécutant. Et ça, c'est une distinction différente et on aimerait que ça se corrige. On aimerait aussi qu'on soit capable de dire au gestionnaire, voici, il y a des priorités à gérer, qu'on lui donne une latitude, une autonomie pour prendre des décisions et pour mener aussi à faire sa fonction, qu'on priorise aussi le développement des compétences du personnel d'encadrement, que ce soit importe le niveau, qu'on soit capable aussi, et ça, on va être contributif à ça, de prendre les moyens nécessaires pour redonner une image positive du réseau. Ce matin, on parlait en introduction de faire confiance. Hein? Si la population a confiance dans les services et soins qui sont donnés dans le réseau de la santé et des services sociaux, bien, c'est sûr que tout ça va faire en sorte que le gestionnaire va être beaucoup plus en harmonie avec son travail. Parce que le gestionnaire, ce qui tient à cœur, c'est vraiment la santé de son équipe, s'assurer que les soins et services de qualité sont donnés via son équipe. Alors ça, c'est un incontournable. Et l'autre chose, c'est que je me dis, il faut recentrer le travail du gestionnaire sur ses principales responsabilités et surtout sur tout ce qui est les activités à valeur ajoutée qui sont notamment l'encadrement et surtout le soutien de son personnel. Donc, je terminerai là-dessus. Merci. Merci, Mme Marchand. Alors, je demanderai maintenant à Mme Gosselin, PDG de l'Alliance des cadres de l'État. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Alors, il me fait plaisir de vous présenter un peu le travail que fait l'Alliance au regard de la valorisation des cadres. Quelques mots sur l'Alliance. Tout comme Chantal l'expliquait, nous avons des buts similaires, c'est-à-dire la reconnaissance du travail des cadres, mais aussi de traiter des enjeux collectifs ou individuels en matière de relations de travail. Nous nous investissons aussi beaucoup dans la gestion de la carrière de nos cadres pour les aider à se développer davantage, pour être davantage efficients dans le cadre de leur boulot. L'Alliance est la deuxième association en termes de nombre, la plus importante. Elle représente les 3500 cadres des ministères et organismes de la fonction publique. Nous sommes présents partout dans toutes les régions du Québec. L'âge moyen de nos cadres est de 50 ans et nos cadres sont représentés à 47 % par des femmes, 53 % par des hommes. Donc, nous sommes près de la parité avec une moyenne d'âge de 50 ans. Pour poursuivre dans l'orientation qu'a prise Chantal, quand on parle d'attraction et rétention, une fois qu'on a attiré des gens qui sont effectivement souvent des professionnels qui veulent apporter davantage à l'organisation en s'introduisant comme gestionnaire, on se doit aussi, pour pouvoir les retenir, de faire preuve de reconnaissance. Comme racontait Chantal, la reconnaissance du point de vue monétaire au cours des dernières années s'est amenuisée en peau de chagrin, pour ne pas dire elle est devenue inexistante au cours des dernières années avec le gouvernement du Québec. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a d'autres formes de reconnaissance et l'Alliance est particulièrement active là-dessus. Vous savez, il y a une enquête de Statistique Canada en 2003 qui faisait un peu le bilan des collectivités canadiennes et on constatait à cette époque-là déjà
que la deuxième raison la plus importante dans les facteurs de stress au travail, c'est l'absence de reconnaissance. Alors, qui dit absence de reconnaissance, c'est que les cadres ne sont pas connus et reconnus à leur juste hauteur. On voit d'ailleurs au cours des dernières semaines, je ne sais pas si vous avez suivi le débat public dans les journaux sur l'abolition de la bureaucratie de la part de nos politiques qui sont à la veille d'une campagne électorale. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Ça donne l'impression que les cadres ne participent pas à l'organisation de services aux citoyens parce qu'ils n'en dispensent pas eux-mêmes directement, que les cadres ne voient pas la rationalisation des programmes et services, que les cadres ne voient pas la rigueur sur le plan des ressources financières, matérielles et humaines. Et c'est d'une tristesse sans limite. Alors, l'Alliance a décidé, dans cette perspective-là, justement, d'être le porte-étendard de la reconnaissance. Et vous savez, la reconnaissance, pour paraphraser l'industrie cinématographique, la reconnaissance, ça peut se déplier en 50 nuances de gris et probablement davantage. Les 3 zones les plus importantes qu'on rencontre fréquemment, c'est bien entendu la reconnaissance sur les résultats. C'est celle qui est la plus connue, la plus utilisée et la plus fréquente. Il y a aussi la possibilité de reconnaître les gens sur la base des efforts, des transformations qui sont réalisées, sur les rôles que les cadres jouent, tant comme orienteurs, rassembleurs, comme éléments de dynamisation dans le travail. Et la 3e zone de reconnaissance, c'est vraiment la reconnaissance pour leur expérience, leurs expertises, leurs attitudes et leurs approches. À l'Alliance, donc, au cours des dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur les éléments qui dépassent le simple résultat en introduisant ce qu'on appelle les prix reconnaissance. Donc, chaque année, l'Alliance se fait un point d'honneur de créer des événements pour mettre en lumière l'expertise, la grandeur du travail de nos cadres. Et cette reconnaissance-là, par les différents prix qui sont attribués par les pairs, contribue non seulement à dynamiser les différents cadres dans l'exercice de leurs fonctions, mais a un effet par ricochet sur l'équipe et même sur l'organisation. Par ailleurs, nous travaillons aussi beaucoup dans le développement professionnel de nos cadres. Habituellement, pour élaborer des programmes de formation, nous travaillons beaucoup avec les universités Laval, Sherbrooke, Montréal, UQAM et compagnie. Mais depuis peu, nous utilisons systématiquement des cadres en diade pour dynamiser les formations qui s'appuient sur les expertises de pointe de nos cadres. Donc, les formations sont souvent données par quelqu'un qui a une formation plus académique d'une université avec le concours d'un cadre qui est en action. Donc, c'est vraiment d'une importance cruciale pour nous, en tout cas, d'investir temps, énergie et argent pour faire valoir, pour mettre en lumière la reconnaissance des cadres, à défaut de l'input du gouvernement et de notre État employeur à cet égard-là. Cependant, la reconnaissance des cadres, elle doit être présente, mais elle bute constamment à l'importance de la charge de travail, de la reddition de comptes de plus en plus lourde, de la réduction des effectifs et des budgets, de la perte de budget au niveau des formations. Mais quoi qu'il en soit, nous demeurons convaincus à l'Alliance des cadres que les gestes dans la quotidienneté, si minimes soient-ils, même s'ils ne sont pas tangibles, doivent être présents. Et nous travaillons davantage à établir justement des partenariats. Et c'est un de ces partenariats-là que nous réalisons aujourd'hui avec 3 autres associations de cadres pour mettre sur la place publique l'importance de notre travail. Alors, il faut continuer à maximiser les occasions. J'invite tous
les sous-ministres, dirigeants d'organismes qui sont aujourd'hui présents, qu'ils soient du monde municipal, du monde de la fonction publique fédérale ou provinciale, dans les différentes provinces du Canada, à mettre de l'avant systématiquement des signes de reconnaissance à nos cadres. Ils en ont grand besoin. Alors, l'administration sous pression, c'est aussi nos cadres sous pression. Alors, travaillons à la reconnaissance et à la valorisation de nos cadres. Merci beaucoup. Merci, Mme Gosselin. Alors maintenant, M. Jean-François Parent, directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires, qui viendra nous parler de la reconnaissance de l'expertise des cadres et du lien avec les citoyens. Alors, merci. Bonjour à vous tous. Bienvenue à Québec, à chacun des congressistes. D'abord, qui sommes-nous? L'Association québécoise des cadres scolaires compte 2300 membres, tout près, qui œuvrent dans les centres administratifs des commissions scolaires. Alors, nos membres sont regroupés en champs d'expertise qu'on appelle commissions professionnelles. Alors, on les retrouve dans les services éducatifs, les ressources humaines, les ressources matérielles, l'approvisionnement, les gestionnaires administratifs d'établissements, les ressources financières, le secrétariat général des communications, le transport et aussi l'organisation scolaire, et les TI, les technologies de l'information. Donc, on a un bloc de 1650 membres de ce côté et on a également des directions et directions adjointes qui œuvrent dans les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation aux adultes, de même que des directions d'écoles primaires et secondaires, environ 650. Nous avons 3 grandes lignes de services, donc les affaires publiques et professionnelles. La deuxième est les relations du travail, non la moindre, notre 3e ligne de service. Alors, premier constat, la valorisation des cadres et leur éloignement des services publics. Il sera toujours difficile d'obtenir une quelconque forme de reconnaissance, d'appréciation ou de valorisation de la population lorsqu'on est cadre. Pour la grande majorité d'entre nous, ici présents aujourd'hui, nous sommes loin des services aux citoyens et sans la proximité de ceux que l'on sert, sans interaction avec eux, il est difficile de se faire valoir et d'être reconnu. Nous ne sommes pas le policier, le médecin ou l'infirmière, l'enseignante, le facteur ou la bibliothécaire. Nous ne dispensons pas le service, mais nous sommes responsables de ceux qui le font et de la qualité des résultats obtenus. Comme cadre, nous évoluons un petit peu plus loin dans un écosystème qui est un peu plus fermé. Un vieil adage dit que nous mesurons toujours un arbre à la qualité de ses fruits. Nous ne sommes pas les fruits de l'arbre, mais nous devons garder à l'esprit que nous en sommes bien ses racines. Dans le cadre de cette présentation, je tenterai donc de répondre à 2 questions. Premièrement, dans un contexte de service public où nous sommes plus éloignés des citoyens, comment pouvons-nous être reconnus et valorisés? Et deuxièmement, toujours dans un contexte de service public, comment se valoriser? Alors, la première question, comment, dans un contexte de service public, je le répète, où nous sommes plus éloignés, pouvons-nous être reconnus et valorisés? Pour ceux qui ne le savent pas déjà, nous sommes valorisés par les citoyens. Nous sommes valorisés par la gratitude de leur silence. Pensez-y 2 fois, et si vous n'êtes pas convaincu, pensez à l'inverse. Quand ça ne fonctionne pas. Quand les enfants n'ont pas les services spécialisés dans les écoles, par exemple. Quand on attend d'interminables longues heures dans les urgences des hôpitaux. Le citoyen maugré, on le sait, et c'est présent partout, c'est présent dans les médias sociaux, et ils utilisent toutes les tribunes publiques pour le dire et le faire valoir. Pensez à ce qui s'est passé au Québec en l'absence de plan de mesures d'urgence lorsque la crise du verglas a frappé en 1998. Pensez à ce qui s'est passé en Ontario, dans la municipalité de Walkerton, lorsqu'il y a eu la bactérie E. coli dans l'eau de la municipalité. Pensez aux compressions en santé et en éducation dans les provinces canadiennes plus récemment. Et pensez également à la crise du logement à Vancouver. Les gens grognent et ils ont raison. Donc, quand ça ne va pas, on le sait. Mais quand ça va bien, le citoyen, il est plutôt silencieux. Est-ce propre au service public? Je ne crois pas. Les mêmes comportements se produisent dans l'entreprise privée. L'être humain a cette propension à ne pas parler lorsqu'il est satisfait et à maugréer lorsqu'il ne l'est pas. La reconnaissance, maintenant, où la trouver?
Si nous souhaitons aller plus loin que la gratitude du silence, parce que c'est bien beau le silence, mais à un moment donné, on a besoin d'être valorisé aussi un peu, il faut puiser ça aussi en nous. Alors, j'amène une perspective différente de ce que mes collègues amènent, mais il faut puiser ça en nous, dans la motivation qui nous anime de faire de notre société un monde meilleur et de bien servir cette société pour la hisser à des niveaux supérieurs de services, de connaissances, de santé et de richesse. Sans bons services publics de toute nature, il est extrêmement difficile pour une société, ça, il ne faut pas le perdre de vue, de progresser socialement et économiquement. Comme cadre, nous devons tirer une grande motivation pour l'amélioration continue et l'excellence de la qualité des services aux citoyens. Comment être reconnu et valorisé toujours? Par la reconnaissance à l'interne de nos pairs pour nous faire connaître à l'externe. Alors, dans un contexte où on évolue dans un écosystème un peu plus fermé, comme je disais tout à l'heure, il faut tirer notre fierté des avancées des plans stratégiques de nos organisations. Il faut aussi tirer notre fierté de la reconnaissance de notre compétence et de notre leadership par les collègues de notre service, de notre établissement, de notre hôpital, de notre école, de notre ministère, de notre ville. Ce sont eux, les gens de l'interne, qui sont nos ambassadeurs, qui nous font connaître à l'externe comme un excellent cadre ou un excellent patron. En suscitant la fierté de notre personnel, de nos collègues et de nos supérieurs à l'interne, nous suscitons le respect des citoyens et le rayonnement de notre organisation à l'externe. Ne perdons pas de vue que les citoyens éprouvent toujours une certaine fierté de constater que leur ville est la meilleure ville pour la qualité de vie dans le palmarès de Money Sense, par exemple. Et ils savent qu'ils travaillent là-dessus, ils savent qu'il y a des politiciens, mais ils savent aussi qu'il y a du personnel à l'hôtel de ville. Ne perdons pas de vue non plus que les citoyens sont heureux de voir que leur bibliothèque publique a gagné un grand prix d'architecture. Ils savent qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Les citoyens de Winnipeg et Québec étaient bien heureux d'entendre que des chercheurs de leurs villes respectives ont trouvé le vaccin contre l'Ebola. Donc, il y a toujours des gens qui ont une fierté, une reconnaissance, ne l'expriment pas toujours, mais elle est bien là. Et il ne faut pas perdre de vue ce rôle-là qu'on a. Les politiciens sont bien là, mais nous, on est là pour rester. Alors, il faut célébrer publiquement nos succès avec une certaine sobriété, cependant, bien sûr. La valorisation, un enjeu humain de partage. La valorisation est un enjeu profondément humain. Pour être reconnu, il faut d'abord se reconnaître soi-même comme un cadre compétent, comme un cadre faisant partie d'une équipe aux expertises variées, comme un leader de grand calibre qui partage son leadership avec d'autres leaders qui, eux aussi, partagent le leur. Les cadres doivent développer leur expertise, la pousser vers de nouveaux sommets, la faire connaître et reconnaître. Pas nécessairement en l'affirmant sur la place publique ou sur les grandes tribunes, mais en la partageant avec des acteurs influents de leur réseau, de leurs associations et en l'incarnant au quotidien avec leur personnel et leurs collègues. De nous doit se dégager une fierté qui inspire, mais qui demeure teintée d'une humilité professionnelle. Comme cadre, nous avons aussi la responsabilité de valoriser notre personnel. Si, par exemple, on trouve que la valorisation, il n'y en a pas suffisamment, il faut briser le moule. Et il faut, nous, de notre côté, avec notre personnel, agir différemment. Il faut partager nos idées, nos réflexions, notre leadership avec eux, et que ces derniers, en retour, nous partagent leurs idées et leurs réflexions. Comme cadre, nous déterminons l'environnement de travail de notre personnel, et en ce sens, nous devons mettre en place une culture de confiance, de fierté, de résultats, de coopération, d'attachement et d'empathie afin de nourrir nos équipes. Circulez dans vos bureaux, allez vers vos équipes, écoutez-les, allez vers les individus, tant ceux qui se démarquent que ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Faites-les croître. Votre personnel ne demande qu'à croître en leur confiant de nouveaux défis. Donnez-leur de la rétroaction. Les gens souffrent d'un manque de feedback. C'est important. Démontrez-leur que leur travail est important pour vous, que vous avez besoin de leur cerveau. Dites-leur un bon mot, envoyez un courriel, une petite note, une carte, mais soyez honnête et cohérent et réalignez les orientations et les faux plis s'ils doivent l'être. Soyez vrai. La valorisation doit être authentique, elle ne doit pas être forcée. Et recommencer, parce que la valorisation, c'est une boucle en continu, c'est sans arrêt.
Voilà donc pour notre première question, comment être reconnu et valorisé. J'ai insisté avec vous sur la gratitude du silence, la valorisation en soi, la reconnaissance à l'interne pour nous faire connaître à l'externe par les citoyens, et enfin la reconnaissance comme un enjeu humain de partage. Deuxième question maintenant. Comment se valoriser? La question paraît un peu pompeuse, peut-être même sur la frange de la vanité, je le reconnais. Quoi qu'il en soit, elle ne doit pas être examinée sous un angle individuel, mais plutôt dans une perspective plus large de groupe, qu'il soit professionnel ou associatif. En fait, ici, l'ego doit être collectif. L'ego ne doit pas être individuel. Alors, voici ce qu'on fait, nous, à l'Association québécoise des cadres scolaires, pour valoriser nos membres. Chaque année, notre association émet plusieurs avis et mémoires. Au cours de la dernière année, nous en avons émis sur la taxe scolaire, le protecteur de l'élève, l'Institut national d'excellence en éducation, les règles budgétaires, l'enseignement à domicile et bien d'autres. Le contenu de ces avis et mémoires fait appel aux divers champs d'expertise de nos membres, dans nos commissions professionnelles, nos champs d'expertise dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permet d'atteindre 4 objectifs en matière de valorisation des cadres: la collaboration, la contribution, la valeur ajoutée et l'influence. La première étape d'élaboration d'un avis ou d'un mémoire, c'est le choix des membres du groupe. Dire à quelqu'un qu'on a pensé à lui, c'est déjà en soi très valorisant. La rédaction d'un avis ou d'un mémoire fait appel à la contribution et à la collaboration. Les collègues se regroupent, se documentent, partagent leurs réflexions, soulèvent des questions et par la suite, on passe à la rédaction. Ce travail d'équipe nécessite souvent la part de collègues provenant de champs d'expertise différents, ce qui permet ainsi des collaborations transversales et la part d'une valeur ajoutée. Reconnaître que l'on a besoin de la contribution des autres collègues pour produire un avis ou un mémoire plus fouillé, c'est faire preuve de maturité professionnelle, et cet appel à l'aide valorise les collègues. Donc, la valorisation se fait aussi à l'interne, entre nous. Elle provoque l'émulation et le succès devient un succès d'équipe, de différentes expertises et consolide la confiance, on parlait tout à l'heure de confiance, des membres entre eux. Et cette confiance permet d'ajouter de la valeur professionnelle et de la crédibilité au positionnement de l'association, tant auprès de nos membres, du ministère de l'Éducation, de nos partenaires et, dans une moindre mesure, le public en général. Déposer un avis ou un mémoire, c'est aussi avoir de l'influence auprès des acteurs de notre réseau et de nos membres. Et l'influence, ça, c'est valorisant. Tous nos avis et mémoires sont transmis au ministère de l'Éducation et certains d'entre eux font l'objet d'une présentation détaillée auprès des directeurs et sous-ministres. Lors de ces rencontres, l'association est accompagnée de quelques-uns de ses membres qui font la différence en matière d'influence et de crédibilité. Ils jouent un rôle conseil auprès du ministère. La valorisation passe donc ici par l'influence que les cadres peuvent avoir sur un enjeu ou une question d'importance. Voilà donc pour notre deuxième question, comment se valoriser. J'ai bien pris soin d'abord de dire que l'on doit répondre à cette question dans une perspective d'ego collectif et non individuel. J'ai par la suite abordé les notions de collaboration, de valeur ajoutée et d'influence par la contribution de nos cadres lors de l'élaboration et de la présentation d'avis ou de mémoires par nos acteurs d'influence. Le silence des citoyens quant à la qualité des services publics qu'ils reçoivent ne doit pas nous empêcher de hisser la qualité de ces services vers de nouveaux horizons. Ce silence ne doit pas non plus nous empêcher de prévoir et de prévenir les insatisfactions qui pourraient faire mal à la crédibilité de nos organisations. La vraie valorisation, c'est la gratitude du silence qui nous dit en quelque sorte « continuez, on vous surveille, mais continuez ». Le vrai leader traduira ce silence en puisant de motivation profonde en lui afin que les services soient encore plus à la hauteur des attentes, pour que les équipes avec lesquelles il travaille soient motivées par son leadership partagé, pour que la culture de communication qu'il mettra en place permette d'être branchée sur les besoins des citoyens et ceux des équipes. Il ne faut pas oublier que la valorisation est une composante importante du leadership. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et le vrai leader n'hésitera pas à redéfinir certains aspects de sa gestion au quotidien, certains aspects liés à la qualité du service public aussi, pour s'adapter et répondre aux besoins d'une clientèle plus âgée, mais également à la nouvelle génération qui suit. On disait tout à l'heure que nos composantes, nos membres, ont en moyenne 50 ans. C'est vrai pour moi aussi, chez moi. Il va falloir renouveler ça. Et les membres que nous représentons dans les différentes institutions ont en moyenne entre 48 et 52 ans. Donc, la nouvelle génération, il faut préparer son arrivée. Il faut préparer la relève et il faut mieux connecter avec nos équipes
et avec cette nouvelle génération qui arrive, tant sur un plan équipe que sur un plan individuel. Les toucher, les rendre meilleurs, donner un sens à leur travail, leur faire découvrir leurs véritables valeurs et aussi bâtir une confiance professionnelle à toute épreuve. Voilà ce que le vrai leader fera pour susciter et favoriser la valorisation dans son milieu. I hope you have a rich and very instructive convention here in Quebec City. I wish you a great time here in QC and my best regards to each and every one of you. Thank you. Alors, merci beaucoup, M. Parent. Maintenant, M. Charles Simard, président-directeur général de l'Association des cadres de collèges du Québec, qui viendra nous entretenir du développement professionnel et des partenariats. Merci, François. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Good afternoon, ladies and gentlemen. L'Association des cadres des collèges du Québec représente plus de 1000 gestionnaires des collèges publics du Québec. La particularité que nous avons au Québec, ce sont les cégeps, les collèges d'enseignement général et professionnel. Alors, nos élèves, à la sortie du secondaire, lorsqu'ils désirent poursuivre leurs études, entrent au cégep, soit pour une formation professionnelle d'une durée variable ou pour une formation générale de 2 ans avant d'entrer à l'université. Nous avons 48 cégeps au Québec, situés un peu partout, dont la taille varie entre 800 et 8000 étudiants. Des 48 cégeps, nous en avons 4 anglophones. Alors, pour le développement professionnel et les partenariats, les gestionnaires doivent constamment mettre à jour leurs connaissances, se doter des outils dont ils ont besoin pour faire face aux nouvelles réalités qui sont en constante évolution. À titre d'exemple, dans les cégeps, au cours de la dernière décennie, nous avons vu une croissance très marquée des cas d'étudiants présentant des difficultés d'apprentissage. Nous avons vu une hausse marquée de la formation continue, la poursuite de l'avancement des technologies de l'information et le développement de l'internationalisation des cégeps. À titre d'exemple, le cégep de Matane, cet automne, va être composé à 41% d'élèves étrangers. Les besoins augmentent, mais les budgets pour la formation et le développement professionnel diminuent quand ils ne sont pas tout simplement inexistants. Le temps disponible pour les gestionnaires se fait de plus en plus rare à cause d'une surcharge de travail. Et curieusement, même si nous œuvrons dans le domaine de l'enseignement supérieur, la formation des gestionnaires n'est pas toujours une priorité. Au Québec, nous avons la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Cette loi oblige tous les employeurs, incluant les employeurs du secteur public et parapublic, à investir 1% de leur masse salariale en formation et développement professionnel. Cependant, la répartition de ce budget n'est pas garantie à l'intérieur d'une organisation. Alors, ce qui fait en sorte que dans certains groupes n'ont pas de budget parce que d'autres groupes en ont plus à l'intérieur d'une même organisation. Il existe des solutions, comme on voit d'ailleurs ici à Québec à l'Université Laval, où chaque groupe reçoit sa part du budget en fonction de sa masse salariale. Dans d'autres cas, on voit également une masse salariale, un budget de formation professionnelle qui correspond tout simplement à 1% du salaire de la personne. Par contre, cette méthode-là limite évidemment beaucoup les possibilités parce qu'avec un budget moyen, par exemple, de 1 000 $ par année, un gestionnaire peut difficilement aller chercher des formations, par exemple, à l'étranger. Mais si vous habitez en Abitibi, sur la Côte-Nord ou en Gaspésie, oubliez ça. Juste le prix d'un billet d'avion pour se rendre à Québec ou Montréal, vous venez de dépenser votre budget global. Alors, c'est là où une association professionnelle peut faire une différence. À la CCQ, nous organisons depuis fort longtemps des activités de formation et de développement professionnel à l'intention de nos membres. En effet,
il s'agit du deuxième pan de notre mission avec la défense et la promotion des intérêts socio-économiques de nos membres. Toute l'énergie et les efforts nécessaires sont déployés par notre service des affaires professionnelles pour accompagner le mieux possible nos membres dans leur cheminement professionnel. Nos membres sont d'ailleurs fortement impliqués. En effet, plusieurs prennent part à différents comités organisateurs, ce qui nous assure de répondre aux besoins terrains de ces derniers. C'est pourquoi, au fil des 40 dernières années, nous avons mis en place des activités variées, tant en ce qui concerne leur forme et leur contenu. À tous les 2 ans, nous organisons un colloque sur des grands thèmes liés à la gestion. À titre d'exemple, cet automne, notre prochain colloque s'intitule « Gérer au cœur du 4.0 ». Alors, des cadres de tous les cégeps, de tous les niveaux de gestion et de tous les secteurs d'activité seront présents cet automne à Orford pour ce colloque. Nous organisons des formations spécifiques pour des groupes de gestionnaires qui occupent des fonctions similaires dans des secteurs d'activité particuliers. Par exemple, une session exclusive pour les directions adjointes des études, un rendez-vous pour les responsables des affaires étudiantes. Nous planifions des journées d'échange et d'information entre collègues d'un même secteur. Nous proposons des groupes de co-développement professionnel. Nous programmons des webinaires et nous dispensons également des formations en anglais pour nos cadres des collèges anglophones. Nous avons mis en place une formation spécifique pour l'accueil et l'intégration des nouveaux gestionnaires qui entrent dans notre réseau. Et même, plus récemment, nous avons, avec notre partenaire des commissions scolaires, organisé une session à l'intention des futurs gestionnaires, parce qu'il faut préparer la relève. Alors, l'expérience est avérée un réel succès, au point où nous allons l'offrir 2 fois cette année, cette formation. Alors, malgré tous nos efforts, nous ne parvenions toujours pas à offrir certaines formations en régions plus éloignées, là où le nombre de gestionnaires est plutôt restreint. À titre d'exemple, au cégep de la Gaspésie et des Îles, nous avons une 15aine de membres. Déjà que cette région est éloignée, en fait, que nous sommes éloignés de cette région, devrais-je dire, ce cégep possède 4 lieux de dispensation de formation, dont un est situé aux îles de la Madeleine, île uniquement accessible par traversier ou par avion. En fait, oubliez le traversier parce qu'il part de l'île du Prince-Édouard. Afin de contrer la difficulté liée au nombre de gestionnaires parfois trop petits pour organiser une activité et de voir à son financement, nous avons décidé, il y a maintenant 2 ans, de créer un partenariat interassociation avec nos collègues de la fonction publique et des commissions scolaires. Cela nous permet notamment d'atteindre un nombre suffisant de participants pour offrir des formations en région, de garder le même coût d'inscription, peu importe la région dans laquelle la formation est offerte, d'augmenter notre offre de webinaires et de maximiser les ressources dédiées aux affaires professionnelles des associations partenaires. Plus récemment, nos amis du Réseau de la santé, membres de l'AGES, se sont joints à nous. Nous pourrons donc, au cours des prochaines années, offrir de nouvelles formations, répondre davantage aux besoins de nos membres. Ces partenariats permettent d'accroître nos collaborations entre associations, mais aussi de créer des occasions de réseautage chez nos membres, chose qui est très appréciée. Alors, nous sommes donc passés d'un bassin de 1000 gestionnaires disponibles pour la formation à plus de 12 000. Alors, les possibilités sont énormes. Évidemment, tout n'est pas parfait. Nous devons aussi dispenser des activités de formation dont le contenu n'est pas pertinent pour les autres groupes. Alors, nous allons toujours avoir des contraintes et c'est là qu'il faut faire preuve de créativité, comme par exemple de générer des petits surplus avec certaines activités de formation dans le but de permettre à d'autres activités d'être déficitaires. En conclusion, assurer le développement professionnel des cadres est un enjeu de taille. Les contraintes budgétaires et les contraintes de temps demeurent. Cependant, c'est un défi stimulant pour notre association,
particulièrement parce que nous en voyons les bénéfices à bien des égards, notamment quant à l'attraction et la rétention des cadres dans notre réseau, la diminution des problématiques des relations du travail, sans oublier l'accroissement du sentiment d'appartenance de nos membres qui prennent part à nos diverses activités. Mais il y a une question fondamentale qui se pose, et c'est vrai également pour mes collègues. Est-ce que les associations comme les nôtres en sont rendues à jouer un rôle que nos employeurs ne jouent plus? La nature a horreur du vide. Sans aucun doute, ce sont des éléments qui dynamisent notre mission associative et par le fait même notre réseau collégial. Et la mise en place de notre partenariat interassociatif vient par ailleurs en accentuer les avantages. Car comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble nous allons plus loin. C'est ce que nous tentons de faire, de mettre en pratique. Merci. Thank you. Merci, M. Simard. Il nous reste environ 25 minutes à cette plénière. Alors, je vous propose maintenant d'avoir une discussion avec le reste de la salle. Alors, pour tous ceux qui auraient des questions pour nos panélistes, j'imagine que vous pouvez vous rendre au micro et peut-être vous présenter et dire pour qui est la question. Et peut-être les panélistes pourraient rester assis, utiliser le micro qui est devant eux pour y répondre. Peut-être pour briser la glace. Je peux peut-être vous poser... oui, allez-y, madame. Je vous laisse briser la glace. Michèle Bérubé, j'ai été 26 ans cadre dans la fonction publique québécoise. Les conférenciers précédents parlaient des tendances lourdes que le niveau politique, de plus en plus via Internet, par exemple, les interrelations directes, les formulaires interactifs, vous connaissez tous ces systèmes-là, avoir un lien direct avec le citoyen. Est-ce que c'est, d'après vous, je pose la question à qui veut répondre, est-ce que ça a eu un effet sur la valorisation des cadres? Est-ce qu'il y a une perception qu'on peut y aller par Internet puis on a moins besoin d'une hiérarchie? Je pose la question tout ouverte comme ça. Alors, je me permets de répondre là-dessus parce que je viens de la fonction publique. Alors, je pense que l'accès aux technologies a certainement donné, à certains égards, un meilleur regard des citoyens à l'endroit de la fonction publique en général. Mais honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça s'est répercuté sur les cadres en tant que tels. Mais reste que la fonction publique québécoise, entre autres, est particulièrement active à cet égard-là. Pour ne vous donner qu'un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le régime québécois d'assurance parentale, qui est un peu un dérivé de l'assurance chômage, maternité, qu'offrait le gouvernement fédéral. Alors, le Québec l'a rapatrié il y a quelques années et maintenant, les gens font leur demande de congé de paternité ou de maternité directement sur le web et ils n'ont pas de formulaire à remplir papier. Tout se fait par voie électronique et c'est un succès qui est cité largement dans d'autres provinces et à l'étranger. On a déjà présenté ce régime-là à la communauté européenne. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que l'arrivée des technologies a complexifié le travail des cadres pour la prestation de services, pour la planification, parce que ça bouge très, très rapidement. Hein. Il y a 5 ans, on n'aurait même pas pensé répondre par iPhone. Aujourd'hui, on y pense sérieusement. Mais je pense que ça a peut-être contribué à aider un peu la vision du citoyen à l'endroit de la fonction publique. Mais pour les cadres, outre le fait que ça a peut-être complexifié, je ne pense pas que ça ait eu un impact direct là, sur la reconnaissance du travail des cadres. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Chantal? Écoutez, c'est sûr qu'en santé et services sociaux, déjà à l'intérieur des établissements, tout ce qui est de la communication via les systèmes numériques, là, il y a plein
d'embûches. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement le réseau le plus avancé là, par rapport au service aux clients. Là, je regarde des collègues qui sont là, non, parce que quand on veut un rendez-vous, soit qu'on se présente ou on appelle, on est en ligne, tout ça. Là, fait que je vais peut-être laisser la parole à Jean-François, oui. Dans le domaine de l'éducation au niveau des commissions scolaires, pour les cadres, l'impact est davantage au niveau du service avec la clientèle, c'est-à-dire notamment avec les parents ou encore avec la clientèle adulte. C'est là où il y a un impact davantage sur le numérique. Il y a un impact, bien sûr, dans le domaine de l'enseignement. Alors, ça touche beaucoup plus les enseignants. Du côté des cadres, pour notamment ceux qui sont aux ressources humaines ou aux services éducatifs, par exemple, la relation humaine demeurera toujours importante. Et c'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que la numérisation de nos communications, c'est important, mais il y a comme un niveau optimal qui doit être atteint. Et par la suite, il y aura toujours ce côté humain, et je parle toujours pour les cadres du secteur d'éducation, qui sera fondamental pour garder le contact avec la clientèle. Et ça, c'est fondamental. Il ne faut pas perdre le contact avec la clientèle. Il faut que nos employés nous nourrissent là-dessus pour qu'on assure des niveaux des plus optimaux de service. Les associations, comme nous autres et pour mes collègues également, c'est un couteau à deux tranchants. Ça nous rapproche de nos membres, ça facilite les communications, évidemment, d'envoyer des bulletins, d'organiser des webinaires, d'organiser des présentations en direct par visioconférence. Donc, ça nous permet de mieux rejoindre nos membres. Par contre, ça peut nous couper de nos membres si on pense que ça vient remplacer le contact. Et je sais que mes collègues et moi ont ça à cœur parce que régulièrement, on fait des tournées de nos organisations. Moi, j'ai fait la tournée des 48 collèges l'année dernière et ce contact privilégié, direct, face à face avec les membres, il est primordial, même si nous avons d'autres moyens de communication. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un couteau à deux tranchants pour les associations. D'autres questions, commentaires? Alors moi, j'aurais une question là, pour vos panélistes. Et M. Simard, vous avez terminé là-dessus en soulevant brièvement la question de la responsabilité de l'employeur. Je vous écoutais, vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'accueil des nouveaux, vous avez parlé de fidélisation, vous avez parlé en disant que ça augmente la productivité, ça diminue les problèmes de relations de travail, ça augmente le sentiment d'appartenance. Là, je me dis, ça aurait pu être un DG de cégep qui a ce genre de discours-là. Est-ce que c'est le rôle des associations représentatives de cadres que de faire ce genre de choses-là? Alors, je vous le lance comme ça. Bien, c'est un rôle en tout cas, que nous, on assume, parce qu'il n'est plus assumé, ce rôle-là, par l'employeur. Cependant, je pense que ce que l'employeur peut faire, c'est à tout le moins de le soutenir financièrement. Alors, je pense qu'il y a des mécanismes qui doivent être mis en place. Il y en existe, mais ils doivent être bonifiés pour nous aider à offrir ces formations-là qui sont essentielles à la mission de l'organisation. Alors, c'est un rôle qu'on joue. Est-ce que c'est vraiment à nous de le faire? Bien, en tout cas, on est obligé de le faire parce que d'autres ne l'ont pas fait, mais il est essentiel et je pense qu'il va durer dans le temps parce que je ne pense pas que ça va changer. Je pense qu'il y avait M. Parent, ensuite Mme Gosselin. Oui. Alors, dans notre cas, nous, le développement professionnel fait partie de notre mission depuis 1972. Donc, on est là et le développement professionnel, dans le fond, peut se décliner en différentes strates d'intervention. Et le niveau où on intervient, nous, c'est au niveau des grands courants de gestion. Et on intervient également dans une deuxième couche qui est celle de nos champs d'expertise. Alors, à chaque année, il y a un colloque pour les gens des RH des commissions scolaires, pour les gens des ressources matérielles des commissions scolaires, pour les secrétaires généraux et les gens des communications des commissions scolaires, pour le transport, l'organisation scolaire, c'est-à-dire toute la planification de la clientèle. Donc, on a 11 colloques annuellement et l'année du congrès, certains se joignent à nous. Et il y a certainement un engouement pour le développement professionnel parce que, comme Charles le soulignait un peu plus tôt, on a maintenant un partenariat où on offre des formations en gestion. On le faisait tous chacun de notre côté. Et le fait qu'on le faisait de façon fragmentée, on ne pouvait pas toujours partir nos formations parce qu'on n'avait pas suffisamment de gens.
Alors, en le faisant ensemble maintenant, ça nous permet de partir davantage de cohortes. Et en plus, ce qui est plus fondamental selon moi, c'est qu'on sort les gens de leur jus. Excusez l'expression, mais on les sort de leur secteur. On mélange les cadres de la santé, de l'éducation, de la fonction publique, des cégeps, tout le monde ensemble. On a les mêmes problématiques de gestion, les mêmes lois à gérer, les mêmes clientèles, même s'ils sont plus vieilles, et c'est porteur d'avenir pour nos membres. Les membres l'apprécient, nos inscriptions sont en hausse. Donc, c'est quelque chose qui est... L'employeur l'offre dans certains cas. Dans le cas des commissions scolaires, par exemple, il y a du personnel de soutien, il y a des enseignants. Alors, il y a une partie pour laquelle il répond aux besoins, mais l'autre partie, celle qui est plus propre à la gestion, il n'y a pas un bassin suffisant dans une commission scolaire pour pouvoir offrir des formations en gestion. Et c'est là où la contribution de l'employeur pour nous, qui est importante, c'est de débloquer des budgets suffisants pour croire en l'avenir de leur personnel cadre. C'est ça qui est important pour nous. Je compléterai en disant qu'à l'Alliance, en tout cas dans le cadre de la mission de l'Alliance, depuis longtemps, nous avons la ferme conviction qu'il s'agit d'une co-responsabilité. Le cadre doit être actif dans son propre développement, il doit mettre la main à la pâte, mais il y a une responsabilité de l'employeur. Ce qui est un peu déplorable, comme racontaient un peu Charles et Jean-François, c'est que les budgets ne sont pas toujours répartis par unité, et ce qui fait que souvent, on va aller mettre davantage de budget sur, puis ça se comprend, mais ça se fait au détriment des cadres. On va investir davantage dans le développement du personnel de secrétariat en logiciels de toutes sortes ou de formations spécifiques, mais pour les cadres, souvent, c'est assez limité. Et du fait que l'Alliance s'implique beaucoup, on travaille de façon horizontale, c'est-à-dire qu'on couvre tous les ministères et organismes, ce qui fait que s'il y a des petits ministères ou des petites organisations qui ont peu de budget, ça nous permet de suppléer. Depuis quelques mois, on travaille aussi de façon très, très active à créer des groupes de co-développement d'une organisation à une autre, parce que souvent, les gens sont un peu mal à l'aise de travailler juste avec leurs collègues, ils cherchent un autre point de vue. Et on est en train d'établir un programme très large de mentorat entre pairs, entre gens qui ont des expériences différentes pour justement bonifier le développement professionnel, parce que l'État ou l'employeur se retire malheureusement en ce qui a trait aux gestionnaires. Oui, OK. Du côté de la GES, historiquement, il y a toujours eu, dans les établissements, il y a des budgets là, pour le développement du personnel d'encadrement. Donc, le rôle, dans le fond, c'est de s'assurer que ces sommes-là soient dépensées. Donc, dans notre structure associative, on a des élus qui sont dans chacun des établissements et qui ont un rôle en particulier de s'associer avec les équipes qui font du développement organisationnel, puis de s'assurer que les budgets soient dépensés en fonction de sujets qui intéressent aussi les gestionnaires. Donc, c'est sûr qu'on a à influencer le choix des formations, tout ça, et de s'assurer qu'on est toujours capable d'aller justement parler des besoins du gestionnaire dans son développement. Et c'est sûr que nous, se joignant au partenariat ici dans les prochaines années, on est bien, bien contents parce que justement, il y a quelque chose d'autre qu'on peut offrir. Ça demeure quand même que ce qu'on trouve, nous, suite à la loi 10, c'est que malgré qu'il y ait des sommes dans les établissements, moi, les membres me disent, Chantal, je n'arrive pas à me libérer, pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'autorisation de le faire, mais je ne suis pas pour laisser mon équipe, je ne suis pas pour partir 2-3 jours, ou bien ils viennent s'asseoir en formation puis ils sont constamment dérangés ou tout ça. Donc, il y a cette optique-là que chacun, effectivement, puis je rejoins, a une responsabilité individuelle, mais il faut quand même aussi là, s'assurer qu'ils soient capables là, de faire les choses. Mais c'est un gros défi là, en termes là, de développement professionnel. Merci. Oui, monsieur. Bonjour. Je suis Louis Germain, directeur général de l'électricité au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est pas moi qui vous envoie votre facture d'électricité, par ailleurs.
Je suis cadre depuis plus de 20 ans, puis je partage assez bien les constats que vous avez faits sur la réalité du gestionnaire et sur la valorisation. Ce qui pique un peu ma curiosité, puis la question que j'ai pour vous, moi, dans mon quotidien, je n'ai pas trop le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. Comme tous les gestionnaires, on est à la tâche et on est concentré sur nos choses, alors notre regard est souvent pas très large. Ce que j'aimerais savoir de votre part, il se passe quoi ailleurs au Canada, dans les autres administrations, quand on regarde comment est-ce qu'on valorise les cadres ailleurs? Au Québec, vous avez fait un bon topo. Il se passe quoi ailleurs au Canada? On est-tu dans la même réalité que celle qu'on connaît au Québec? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? En toute honnêteté, pour répondre à votre question, de notre côté à nous, on a peut-être des relations un peu moins étroites avec les collègues canadiens. Je vais parler ici des cadres scolaires. C'est un champ qu'on a et je tends la main aux collègues canadiens des autres provinces, c'est un champ qu'on a à investir. Donc, vous répondre qu'on pense que les réalités sont les mêmes, on pense que les budgets sont les mêmes, on vit dans une même réalité canadienne. Cependant, pour plusieurs d'entre nous, le champ de responsabilité dans lequel on se retrouve est une responsabilité provinciale. Donc, il peut y avoir des nuances d'une province à une autre dans le cadre des différents milieux de travail que les collègues cadres peuvent avoir. Donc, votre question est très pertinente et me fait réfléchir sur la nécessité, je pense, d'établir des partenariats plus solides avec les collègues cadres des autres provinces canadiennes pour bien connaître leur réalité. J'ajouterais aussi, effectivement, on a une relation moins serrée, plus ténue avec les cadres des autres administrations. L'autre difficulté qui nous confronte au regard des autres cadres, c'est que les réalités de ce qu'est l'appareil public est très, très différent. Dans certaines provinces, le réseau de la santé et de l'éducation fait partie de la fonction publique, alors que dans d'autres, c'est fragmenté comme nous. Les réalités sont très différentes, puis la réalité avec le fédéral aussi, compte tenu de l'envergure du territoire, est très, très différente. Mais c'est une piste de réflexion qui est extrêmement pertinente à mettre de l'avant. Mais actuellement, nos énergies, je vous avoue bien franchement, sont vraiment concentrées à essayer de travailler au niveau de l'interassociation. Actuellement, vous avez en votre présence les 4 associations les plus importantes de cadres, mais je vous dirais qu'il y en a à peu près une quinzaine au Québec, des associations de cadres. Donc, notre travail est d'abord de se fédérer entre nous avant de se fédérer vers d'autres réalités provinciales ou fédérales. J'ajouterais parce que, dans le fond, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail qui s'est débuté il y a peut-être 18-20 mois. Donc, c'est sûr que moi, étant dans un grand secteur, de savoir ce qui se passe en éducation, de savoir ce qui se passe dans la fonction publique et de réaliser comment nos membres vivent sensiblement les mêmes choses, c'est déjà intéressant, puis effectivement, et demandant, et ça prend un certain temps. Mais je vous dirais que chacun de nos membres, ça, on est tous d'accord là-dessus, sont très contents de voir qu'on sort de nos secteurs sans se dénaturer, là, on s'entend, là, parce qu'il y a des réalités là, différentes, là, mais en même temps, ça permet justement d'avoir une meilleure compréhension, puis on va être capable d'amener le rôle du gestionnaire, son statut aussi ailleurs, compte tenu qu'on va avoir une lecture beaucoup plus large. Donc, mais votre question, j'abonde dans le même sens, c'est extrêmement pertinent. M. Simard. Bien, historiquement, on a déjà eu des vagues où on avait plus de liens avec les gens du Canada, avec les gens de l'étranger également. Dans les années, fin des années 70, 80, 90, on avait la Confédération canadienne des cadres, on avait d'autres organismes qui nous permettaient de collaborer avec d'autres associations en dehors du Québec. Cependant, il y a beaucoup de matières où il y a eu une explosion du travail dans nos organisations. Je pense en termes de régime de retraite, je pense en termes de relations du travail où les cas se sont extrêmement complexifiés. Les besoins sont en hausse croissante et ça, évidemment, c'est des besoins primaires pour nos associations, pour nos membres.
Alors, malheureusement, ce pan-là, c'est moins développé ou même c'est refermé, si on veut, dans le courant des années 2000. Et j'espère qu'éventuellement, on pourra le rouvrir parce qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe ailleurs. Même si le cadre législatif est différent, il reste qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de nos collègues du Canada et de l'étranger également. Merci. D'autres questions? Moi, j'aimerais, M. Gosselin, à un moment donné, vous avez parlé de la gratitude du silence et l'important... Monsieur Parent, excusez-moi. Monsieur Parent. De la gratitude du silence, puis dans la salle aussi, il y a eu une certaine réaction lorsque vous en avez parlé. Je me disais, est-ce qu'il y a réellement un silence de temps en temps qui peut... ou est-ce qu'il y a... Puis pas parce que le cadre ne fait pas bien son travail, mais parce qu'il y a toutes sortes d'acteurs qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de... à dire que ça pourrait être mieux, que ça pourrait coûter moins cher, qu'il pourrait avoir moins de bureaucratie, qu'il pourrait, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça, qui est un danger que, finalement, il n'y ait jamais de silence et qu'on ait l'impression qu'on ne fait jamais bien son travail? Globalement, pour l'ensemble de la population, la majorité de la population, elle demeure silencieuse. C'est sûr qu'avant de coucher mes mots sur le papier, j'y ai pensé à plusieurs reprises. C'est-tu correct, ça, d'écrire ça, la gratitude du silence? J'y ai repensé, puis j'ai dormi là-dessus, en toute honnêteté. Et je me suis dit, je pense que oui. Le citoyen qui, puis là, on représente différentes organisations publiques, mais le citoyen qui, dans sa ville, est satisfait des services à sa propriété, l'éclairage de rue, les policiers, les pompiers, l'aqueduc, l'égout, par exemple, l'éclairage de la rue, le parc, s'il est satisfait, il ne dira pas un mot, il va payer ses taxes, il va être satisfait. Il est silencieux. Le citoyen qui reçoit ses services du gouvernement fédéral, au niveau de la poste, par exemple, parce que le gouvernement fédéral est un petit peu plus loin du citoyen, il ne dira pas qu'il est satisfait que la poste arrive. Alors, moi, je pense qu'on est condamné à ça. Les gens ne se lèvent pas tous les jours pour nous dire « Hey, bravo, merci, on en a pour notre argent ». Les gens ne font pas ça. La gratitude du silence va toujours demeurer. Les gens, quand ils sont insatisfaits, vous le savez, ils se lèvent, ils le disent, c'est momentané, c'est une vague, ensuite c'est terminé. Là où on a la satisfaction du citoyen qui est clairement exprimée, c'est lorsqu'on est en situation d'urgence ou de crise. Pensez aux inondations du Saguenay, par exemple. Pensez aux inondations de la Rivière-Rouge au Manitoba. Pensez à une tornade qui a frappé la petite communauté au Manitoba cette année là, dans la Interlake Region. Pensez au lac Mégantic, par exemple, le déraillement là, il y a quelques années. Lorsque les gens ressentent l'urgence d'une situation et la solidité de leurs édiles et de leurs fonctions publiques pour faire face à l'urgence et à l'adversité, là, ils se serrent les coudes et ils disent « Merci beaucoup pour la qualité de vos services ». Mais globalement, c'est à peu près le seul moment où on a une gratitude qui est bien exprimée. Pour le reste du temps, comme je vous le disais, il faut trouver notre motivation en nous. Autrement, si on attend toujours « Hey, vous avez fait une bonne job », etc., on n'émet pas des résultats trimestriels, nous. On n'est pas une compagnie qui rend public. On n'aura pas la satisfaction des actionnaires à chaque 3 mois ou l'insatisfaction. On n'aura jamais ça. Donc, à partir de ce moment-là, il faut dire, voici le contexte dans lequel on travaille, c'est comme ça qu'on avance, on construit, et la journée qu'on aura un commentaire de satisfaction ou de gratitude, c'est parce qu'il faut le décupler ou encore le multiplier par 1000 parce qu'il y en a un paquet qui sont contents et qui ne l'expriment pas. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je partage en partie ton point de vue, Jean-François, parce que je trouve que nos politiques, nos hommes et nos femmes politiques, contribuent à une certaine amertume et moi, il me semble qu'il y aurait du travail à faire de ce côté-là. Puis des fois, je trouve que, bien que le citoyen, je vois bien ce que tu nous amènes par rapport à la gratitude du silence, mais si on avait au moins un petit peu moins le discours politique et d'abolir la bureaucratie, comme si la bureaucratie se tournait les pouces toute la journée, là, ce serait déjà en soi un virage qui serait, à mon sens, satisfaisant. Je ne sais pas si d'autres... Oui. Juste pour ajouter là-dessus, parce que c'est un point important, ça. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut toujours trouver un équilibre entre la bureaucratie et la démocratie. Il faut trouver un point d'équilibre
pour s'assurer que lorsqu'on répond à un besoin du citoyen, il y a un minimum, ce n'est pas un beau terme, bureaucratie, mais de travail administratif nécessaire à la mise en place de programmes, à leur évaluation et à la reddition de comptes. Ce sera toujours des étapes à franchir et la bureaucratie est là pour répondre à des besoins politiques. Et comme cadre supérieur, on comprend ça. C'est normal. Les politiciens nous passent des commandes et ça nécessite du travail administratif. Là où on a un travail à faire, c'est en limitant cette couche administrative-là chez nos employés qui donnent le service aux citoyens. C'est toujours comment rendre ça le plus simple possible et comment bien répondre aux citoyens pour lui dire que non, la bureaucratie est au minimum. Voici ce qu'on fait là-dessus. Voici comment on a simplifié nos opérations. On a aussi une job, excusez l'expression, de communication à faire avec les citoyens qu'on dessert. C'est fondamental. Je ne sais pas si M. Simard, Mme Marchand, il nous resterait peut-être 2 minutes là-dessus. Non? Bon, ben alors je vous propose alors plutôt de clore la plénière là-dessus. Je tiens à remercier beaucoup nos panélistes aujourd'hui. Merci. Et voilà. Et je passe la parole à M. Auger pour la fin. Oui. Merci beaucoup, François. Bon, on a assez travaillé, là. On a travaillé, on s'est rempli l'esprit. Enough work, let's play a little bit. C'est la fin du volet, contenu de la journée. Je vous rappelle 2 choses. C'est que, on va petit déjeuner demain matin à 7 h. Hein? J'aimerais aussi saluer la contribution du Centre des services partagés du Québec qui nous a aidé beaucoup à l'IAPQ, à la rédaction du programme. Et je vous invite aussi, là, c'est agréable parce que, à compter de 17h45, we're all expected to the Drill Hall of Quebec City, le manège militaire des voltigeurs de Québec, qui est le prix de la renaissance de l'année, the rebirth of the year, destructed by a fire 10 years ago. The Drill Hall has been completely reconstructed et ensemble, on pourra le redécouvrir dans le cadre d'un spectacle qui s'appelle justement Découverte. The show tonight is called Discovery. Et il y aura notamment des danseurs amérindiens, des joueurs de tambour, des artistes du cirque. Circus artists will be among us, delicious snacks, and it's an invitation of the Mayor of Quebec, His Worship Régis Labaume, qui, au nom de la Ville de Québec, nous accueillera. Donc, on relaxe quelques minutes. À compter de 17h45, c'est 5 minutes à pied. It's a 5 minutes walk from here. Go south, young man and young woman, et vous allez trouver le manège militaire des voltigeurs. Moi, je vous y retrouve à compter de 18h45. Donc, merci pour l'attention, merci pour la bonne journée. Et comme disait l'ancien président des Nordiques, le meilleur reste à venir. Bonne soirée, à tantôt. Bye-bye.